secondes. Compte à rebours. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... 1. Séquence de mise à feu. Allumage des moteurs. Décollage. Bien reçu, je décolle. Lancez le compte positif. Ça y est, tu pars, mon pote. Bien reçu, je vous reçois 5 sur 5. Décolle, ma belle, décolle! Durant les 16 minutes de son vol, Shepard parcourt seulement 480 km et passe 6 minutes en état d'apesanteur. Le Freedom 7 est toujours dans la course. Juste assez longtemps pour que von Braun revendique le fait que l'Amérique aussi a envoyé un homme dans l'espace. Mais il faudra une initiative plus hardie pour battre les Soviétiques sur ce terrain de la guerre froide. Et le nouveau président, John Fitzgerald Kennedy, ne tarde pas à l'annoncer. The eyes of the world now look into space, and we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. L'Amérique ne peut se permettre de perdre. Allez! Quelques mois après le vol de Shepard, les soldats postés à la frontière de l'Allemagne de l'Est entament la construction du mur de Berlin. Le risque d'un conflit avec recours à l'arme nucléaire s'intensifie. Pas de caméra, c'est interdit! Non! Dans un instant, dernier volet de notre grand documentaire sur la conquête de l'espace. Le premier homme dans l'espace était russe. Qu'à cela ne tienne, les Américains sont bien décidés à ce que l'un des leurs soit le premier à fouler le sol lunaire. Le projet Apollo est lancé. Mais sa première mission est un échec. Pendant ce temps, les Soviétiques travaillent au programme Soyouz. Alors à tout de suite. Tout au long des siècles, explorer l'espace fut un rêve impossible. Mais deux scientifiques rivaux furent happés par la course vers l'accomplissement de ce rêve. Leur lutte allait changer l'histoire. Sergueï Korolev, libéré du goulag pour devenir le chef du programme spatial soviétique. C'est lui qui lança le premier satellite. Il y a eu un communiqué, les Russes viennent d'envoyer un satellite dans l'espace. Ainsi que Yuri Gagarin, le premier homme à voyager dans l'espace. Malgré tous ses succès, l'identité de Korolev est l'un des secrets d'État les mieux gardés. Ces images nous parviennent en direct de Moscou. En Amérique, son rival Werner von Braun lutte pour combler son retard. Les Soviétiques seraient prêts pour un vol d'essai en novembre. On ne peut pas se permettre de trimballer cette capsule d'un état à un autre alors qu'ils sont en orbite Et au-dessus vous de nos... préférez sans doute qu'on tue un astronaute? Après le lancement du premier astronaute américain dans l'espace, von Braun a comblé son retard. Et avec la création de la NASA, Décolle, ma belle, décolle! la Lune est désormais à sa portée. The eyes of the world now look into space. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Nous sommes maintenant en 1964. S'il vous plaît, commencez la projection. Le rôle capital de Sergueï Korolev dans le programme spatial est un secret bien gardé en Union soviétique. Alors qu'aux États-Unis, le grand public est informé de l'avancée des travaux de son rival. Le projet Apollo, destination Lune. Quelle sera la fusée qui emportera ces hommes à destination dans leur capsule révolutionnaire Apollo? Écoutons les explications de son concepteur, l'ingénieur le plus célèbre du monde, le docteur Werner von Braun. Mesurant plus de 100 mètres de haut,
La Saturne V fera figure de géante parmi les fusées. Son poids, équivalent à celui d'un croiseur, sera soulevé par son premier étage, constitué de 5 moteurs, qui développeront une poussée de 3750 tonnes, assez pour placer plus de 1500 Spoutnik en orbite. Nous sommes à l'ère de l'espace. L'exploration spatiale est aujourd'hui indispensable à la dynamique américaine et essentielle à la préservation de la paix. Les deux hommes rêvent d'aller sur la Lune depuis plus de 30 ans. Mais Korolev ne peut pas l'emporter avec la fusée dont il dispose. Vous imaginez l'argent qu'ils ont? Nous ne réussissons même pas à faire approuver notre projet sans parler des budgets. Ce diable de Von Braun a de la chance. D'abord les nazis, ensuite le gouvernement américain. Vous pouvez rire, Vassili, mais il le fera décoller, son croiseur. Notre N1 n'a même pas réussi à décoller de la planche à dessin. Mais le Politburo tient à envoyer des hommes sur la Lune. Et ils savent qu'il nous faut une fusée plus puissante comme la N1 si on veut y arriver. Vous croyez? Vous croyez vraiment qu'ils en sont conscients? Ou qu'ils attendent de nous qu'on fasse des miracles, comme on l'a toujours fait? Sans une fusée de la puissance de la Saturne, nous échouerons. Les moteurs de la Saturne fonctionnent sur le même principe que tous les moteurs de fusée dont vous voyez ici un exemple. La partie la plus importante est la plaque d'injecteur, une sorte de douche géante qui répand le carburant dans la chambre de combustion où il s'enflamme. C'est un procédé qui doit être d'une extrême précision, où le moteur ne fonctionne pas. Laissez-moi vous faire une démonstration. Imaginez la même chose en 1000 fois plus violent, le carburant étant injecté en quantité suffisante pour remplir une piscine de taille moyenne toutes les 10 secondes. C'est ce à quoi nous devons parvenir, avec notre F1. Le moteur de fusée le plus puissant jamais construit. Si nous échouons, nous n'irons jamais sur la Lune. Donc, nous testons le moteur 008, plaque d'injecteur F367. Ce sont bien vos instructions. L'ingénieur en chef Paul Castenholz effectue les essais de moteur depuis 2 ans. Oui, monsieur. C'est le 008 et la plaque F367. Mais le prototype de conception ambitieuse a des problèmes de mise au point. Évacuation du site. Je crois que nous sommes prêts. On va aller au blocos. Prêt à la procédure d'essai. Mise en route des turbopompes. Préparation à l'allumage du moteur dans 10, 9, 8, 7... À l'intérieur du moteur, la partie la plus importante est la plaque d'injecteur. Elle procède au mélange des carburants liquides par des milliers d'orifices minuscules. Lors de la combustion de milliers de litres de kérosène et d'oxygène liquide, les émissions de gaz créent une très forte hausse de pression. Ça se passe plutôt bien. Regardez, il y a quelque chose là à droite. Le moindre incident au cours de cette opération délicate peut conduire au pire cauchemar du concepteur. L'instabilité de la combustion. Il suffit de presque rien. Tenez-moi au courant des modifications pour le prochain essai. Von Braun a besoin de 5 de ses moteurs parfaitement synchronisés pour que sa Saturne quitte le sol. Un engin d'une taille pareille, ça ne fonctionnera jamais. Il faut que ça fonctionne. Ou c'est sûr, il n'ira jamais sur la Lune. Pense. Allons-y. Combien de fois as-tu déjà essayé? Jamais il ne fera la paix avec toi, parce qu'il est jaloux.
Il l'a toujours été. C'est vrai. Mais j'ai besoin de lui. Et il le sait. Ses moteurs ont lancé le Spoutnik, Gagarine, et il sait qu'être associé à la N1 sera un bon point pour lui. Le Politburo n'a toujours pas accordé de financement pour la fusée spatiale de Korolev, la N1. Afin d'obtenir gain de cause, il espère, avec l'aide de sa femme, convaincre le chef du programme des moteurs de missiles soviétiques, Valentin Glouchko, de s'associer au projet. Glouchko qui a toujours envié le succès de Korolev. J'ai déjà été parfaitement clair là-dessus avec le comité central et avec le Politburo. Ma réponse est non. À moins que tu ne changes de carburant, ce que tu refuses de faire. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Tu sais bien que je ne peux pas accepter. Abandonner l'oxygène liquide signerait la mort de la N1. Nous n'avons plus de temps à perdre. Tu as vu que Von Braun utilise de l'oxygène pour sa Saturne? Mais je ne l'ai pas vu décoller. Est-ce qu'on va sur la Lune, oui ou non? Sûrement pas avec de l'oxygène liquide qui nécessite d'énormes moteurs. Même un étudiant connaît les problèmes inhérents à l'instabilité de la combustion. Ça n'a rien à voir avec l'oxygène, n'est-ce pas, Valentin? C'est entre toi et moi. Je sais tout ce que tu racontes sur moi, la façon dont tu as pourri mes relations avec Khrouchtchev. Aujourd'hui, tu fais la même chose avec le Politburo et Brejnev. Sors de chez moi. Tu n'as jamais supporté que je réussisse. Tu ferais n'importe quoi pour ruiner mes chances. Ça suffit, tu t'en vas, et tout de suite! Avec plaisir, Valentin Petrovitch. Si tu ne veux pas le faire, j'y arriverai sans toi. Il y avait peut-être un meilleur moyen. Tu disais que le Politburo ne t'accorderait aucun financement sans Glouchko sur le projet. Je vais régler ça, j'ai pensé à quelqu'un d'autre. Sergueï, qu'est-ce qui se passe? Non, non, tout va bien, ça va. Tu devrais t'asseoir. Assis-toi, s'il te plaît. Conduisez-nous directement à la maison. Comme tout le projet à destination de la Lune dépend du succès de ses moteurs, Von Braun choisit une méthode radicale. Une petite bombe est introduite dans le moteur pour provoquer délibérément l'instabilité. Prêt à la procédure d'essai. Mise en route des turbopompes. Si le moteur résiste à l'onde de choc provoquée par la bombe, Von Braun saura qu'il a la solution. Procédure d'allumage de la charge. Tous ces échecs montent l'opinion publique contre Von Braun. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'enrichir les sociétés privées avec nos impôts? Nous ne dépensons pas cet argent sur la Lune. Nous le dépensons ici, aux États-Unis. Nous créons des emplois et de nouveaux produits. Vous les créez ou vous les détruisez? A man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. A Nazi schmazi, says Werner von Braun. Don't say that he's hypocritical. Say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Werner von Braun. Le coût de la reconception des composants et des tests successifs s'élève à 10 millions de dollars jusqu'à ce qu'enfin Von Braun fasse une avancée. Excellent, Paul. Merci, merci. Alors, dites-moi, quel était le problème? Pour être franc, monsieur, je l'ignore encore. Mais il a bien été résolu. Notre nouvelle plaque d'injecteur semble neutraliser l'instabilité. Mais on ignore encore d'où elle provient. Quoi qu'il en soit, nous avons un moteur qui fonctionne, alors le F1 est opérationnel. Mais ça pourrait se reproduire. Il va devoir construire les moteurs sans être certain que le problème soit résolu. Pourquoi tant de hâte? Apparemment, les Russes ne font rien. Ne soyons pas naïfs. Les Soviétiques ont compris la signification de la conquête de l'espace. Ils veulent aller sur la Lune avant nous et peuvent nous surprendre d'un jour à l'autre.
Ici Diamant 1. Prêt pour la sortie? Tout comme le craint Von Braun, Korolev est prêt pour une nouvelle première historique. Le cosmonaute soviétique Alexei Leonov devient le premier homme à marcher dans l'espace. Diamant 1 appelle Aurore. Tout se passe très bien. Au-dessous de moi, je vois des nuages. L'océan. Et le Caucase. Je peux voir le Caucase juste au-dessous de moi. Korolev espère que l'impact de cette marche dans l'espace l'aidera à persuader le Politburo de financer sa mission sur la Lune. Le scaphandre réagit bien. Diamant 1, ici Aurore. Vous avez atteint votre objectif. Rejoignez votre vaisseau spatial. Oh non. Je n'arrive pas à rentrer dans la capsule. La pression augmente dans mon scaphandre. J'arrive à peine à remuer les doigts à l'intérieur de mes gants. Je n'arrive pas à m'introduire dans le sas. Oh non, c'est pas vrai. Le scaphandre de Leonov est si dilaté qu'il ne pourra jamais entrer dans le sas. Alexei, essayez d'utiliser la valve de dépressurisation pour évacuer de l'air. Leonov lutte 12 minutes à l'entrée du sas. Et d'une dernière poussée, il finit par réussir à réintégrer le vaisseau spatial. Aujourd'hui, l'Union soviétique a annoncé avoir accompli avec succès la première marche dans l'espace. Le cosmonaute, le lieutenant-colonel Alexei Archipovitch Leonov, a passé 22 minutes et 41 secondes à l'extérieur de son vaisseau spatial. Le Politburo n'évoque pas le fait que la mission ait frôlé la catastrophe. Von Braun ne peut que supposer que les Soviétiques ont pris de l'avance. Pour ne rien arranger, les combats s'intensifient au Vietnam. L'Amérique est déchirée et la protestation s'accroît. Von Braun craint de perdre le soutien du public pour sa mission vers la Lune. On le surveille depuis la Russie. Korolev connaît parfaitement jusqu'au montant des fonds dont il dispose. Tous les efforts de l'industrie américaine se concentrent sur le programme lunaire de la NASA. À travers tout le pays, dans ses hangars d'assemblage, la gigantesque fusée Saturn V prend forme. Au cours de vols d'essai en haute altitude, les astronautes préparent chaque étape de leur mission. Pour la seule année 1965, la NASA s'est vue allouer plus de 5 milliards de dollars pour mener à bien sa conquête de l'espace. Monsieur. Ça y est, je l'ai. Tenez. Nous avons obtenu le raccord pour une mise en orbite lunaire en l'honneur des 50 ans de la Révolution et une mission sur la Lune d'ici 3 ans ou plus. Nous pouvons lancer la production de la N1 à partir d'aujourd'hui. Cependant, il ne nous alloue que la moitié des fonds demandés. Korolev a au moins obtenu le feu vert pour se lancer contre les Américains dans la course à la Lune, mais avec seulement une partie de l'argent nécessaire. C'est aussi une question de chance. Il ne tarde pas à remplacer Glouchko. C'est Nikolai Kuznetsov qui concevra les moteurs de sa nouvelle fusée. De combien de moteurs sera composé le premier étage de la fusée? Le premier étage? 24 moteurs. 24? Il en faudra 24 pour délivrer la poussée nécessaire. Nikolai, la fusée américaine, la Saturn, n'en a que 5. Comment peut-on contrôler 24 moteurs en même temps? On trouvera un moyen. C'est une conception très ingénieuse, dont je suis ravi de dire qu'elle va rendre Glouchko vert de rage. Autre chose, comment allez-vous réussir à tester tout un étage de 24 moteurs? Lors du lancement.
Vassili, on n'a pas les moyens. Et puis d'ailleurs, il nous faudrait 3 ans pour bâtir un centre d'essai assez grand. Pendant la construction de sa fusée pour la Lune, Korolev invite les cosmonautes à voir la maquette de la capsule à bord de laquelle ils iront sur la Lune, le Soyouz. Elle pèse 6500 kilos et peut transporter 3 cosmonautes. Leonov, Gagarin et Komarov sont les 3 candidats. La capsule possède des panneaux solaires pour l'énergie auxiliaire. Mais l'innovation la plus importante, c'est qu'on peut la manœuvrer. Contrairement au Vostok, on pourra piloter cette capsule dans l'espace. Elle peut s'arrimer à d'autres vaisseaux. Donc, elle peut s'accrocher et se détacher d'un autre vaisseau spatial afin de descendre sur la Lune. Vladimir, à toi l'honneur. Son premier pilote, ce sera toi. Je vous en prie. C'est plus spacieux que le Vostok. C'est 2 fois plus grand. Eh bien, ça a fait l'objet d'un débat animé. Le jeune concepteur voulait la faire beaucoup plus petite. J'ai dessiné un cercle à la craie autour de lui de la taille qu'il proposait et je lui ai demandé d'y entrer. Nous avons continué la discussion et il a très vite accepté de la faire plus grande. Sergei Pavlovitch, tout va bien? Non, ça va. Rien de grave. Ne vous en faites pas. Bien. Yuri. Il faut que je vous laisse, Yuri. Messieurs. Après avoir quitté les cosmonautes, Korolev s'effondre, victime de terribles douleurs dans la poitrine. Les médecins lui ordonnent de se reposer. Vassili Mishin, son adjoint depuis 20 ans, s'occupe de tout en son absence. Oui, Vassili, vous avez parlé avec le ministre. Je suis allé le voir. Aucun budget